Bonjour à tous et bienvenue pour cette restitution des travaux de mesure et d'évaluation d'impact social de l'association HUP Entrepreneurs, accompagnée par le cabinet Coréis Conseil pour l'année 2023. On est très heureux de vous accueillir pour ce webinaire. C'est une grande première. Et du coup, je ne vais pas être bavarde, on peut passer à la slide d'après. Simplement pour vous dire en introduction que cette mesure d'évaluation d'impact social, elle est extrêmement importante aux yeux de toute la gouvernance HUP, le conseil d'administration, l'équipe, moi-même bien sûr. C'est une grande première et on est fiers de l'inaugurer avec vous, même si, il faut bien le dire, cette culture de la mesure et d'évaluation de l'impact social, elle est existante depuis qu'HUP existe, depuis 2008. Vous le verrez, on a fait nos premiers pas, on a balbutié pendant un temps, on a défriché, expérimenté, puis on rencontre maintenant une phase de montée en puissance grâce à vous, grâce à nos partenaires également. Et je prends le temps ici vraiment de remercier nos 5 partenaires du changement d'échelle qui rendent cette démarche de mesure et d'évaluation d'impact social possible. La Fondation Malakoff Humanis Handicap, Charlotte qui est avec nous aujourd'hui. Le groupe Malakoff Humanis, l'Action sociale retraite, Anne-Sophie Vandenbroek qui est avec nous aujourd'hui. La Fondation La France s'engage avec Enora Hamon, la directrice générale adjointe, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. La Fondation Prairial avec Michel Sanitas qui est également présent. Et la Fondation Entreprendre, Virginie Commelin, qui est avec nous aujourd'hui. Donc, merci à vous, chers partenaires, parce que c'est aussi grâce à vous, eh bien, qu'au-delà d'une culture, qu'on peut faire de cette culture aussi tout un plan d'action et tout aussi une série de pistes d'amélioration, vous le verrez, et finalement de grandir sans perdre notre âme, de grandir en étant assez connecté à ce qui nous anime, à savoir l'impact que nous recherchons. Quel est cet impact? Comment le mesurer? C'est toute la question d'aujourd'hui. Et sans plus tarder, on va pouvoir enchaîner sur la suite. Et je crois qu'Amou, on s'était dit que tu concluais. C'est bien ça. Alors, du coup, pour le suivi de cette... non, la slide... Ouais, merci beaucoup. Avec Coris, pour pouvoir structurer cette restitution, on s'est dit qu'on allait pouvoir la découper en 3 chapitres. Le premier, ça sera à HUP de prendre la parole pour vous parler un peu de la phase d'expérimentation. D'abord, rappeler notre stratégie de changement d'échelle et dans quelle mesure la mesure d'impact s'inscrit dans ce processus de transformation pour l'association, mais aussi pouvoir rappeler les précédentes expérimentations. Comme tu disais, Pauline, cette culture de l'impact existe depuis la création de l'association, et en rappelant notamment un peu l'année zéro de notre changement d'échelle, la période 2020-2021, avec l'accompagnement d'Entropia ESSEC sur une première expérimentation de la mesure d'impact. Ensuite, nous attaquerons le gros du sujet avec la montée en puissance de l'association, cette mesure d'impact 2023. Coris pourra prendre la parole pour du coup vous présenter les résultats. Côté HUP, nous vous présenterons nos grands enseignants, mais aussi quelles sont les actions que nous avons mises en place pour prendre en compte ces premiers enseignements. Et enfin, nous laisserons la parole à quelques-uns de nos grands partenaires pour avoir aussi leur point de vue sur cet exercice de mesure d'impact. Et enfin, le dernier chapitre, nouvelle perspective sur notre impact. Je pense qu'on va utiliser beaucoup le mot impact aujourd'hui, donc autant s'y préparer. Et ça sera l'occasion pour nous de pouvoir vous présenter les prochaines étapes que nous avons conçues, notamment dans un plan à 3 ans avec l'aide de Coréis, et les outils que l'on cherche à mettre en place, et les grands sujets, les grandes questions qui nous restent à traiter et à explorer. Enfin, nous aurons un temps de conclusion et de temps d'échange pour vous expliquer aussi comment nous comprenons les questions. Je regarderai les chats, je pourrai voir vos questions, y répondre si besoin. Mais en tout cas, on essaiera de se laisser un temps en fin de séminaire déjà pour avoir un petit mot de notre président, mais aussi pour pouvoir répondre à vos questions de manière plus fluide. Si cela convient à tout le monde, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le chapitre 1 sur l'expérimentation. Et Pauline, je te laisse la main sur le rappel de notre stratégie de changement d'échelle. Merci Quentin. On peut passer à la slide d'après, s'il vous plaît. Alors, on vous le disait, à la jeunesse d'HUP en 2008, et je parle sous le contrôle de nos administrateurs ici présents, que je salue, Gwenaël D pour les Hauts-de-France, et notre président, bien sûr, Amou Bouakaz, d'autres se connecteront, j'en suis sûre. Je parle aussi avec, bien sûr, toute l'équipe HUP, et une bonne partie est ici connectée, que je salue au passage. Et puis, cette mesure d'évaluation d'impact social n'existe que parce qu'on l'incarne, et donc je salue d'ores et déjà Quentin et son rôle de responsable développement et impact pour incarner ce sujet au quotidien chez HUP.
Alors, petit rappel de l'histoire sans être trop longue, depuis l'année 2022, HUP Entrepreneur, après toute une phase amont de préparation, grâce à l'accompagnement d'acteurs comme la Fondation Entreprendre, comme Entreprendre et Plus, comme la France s'engage, mais également, je le disais, Entropia et Sec, nous ont permis de réfléchir à toutes ces questions de changement d'échelle, déjà s'interroger sur le pourquoi, et enfin s'interroger sur le comment. Ici, ce que vous voyez en résumé, c'est quelque part une réponse à deux questions, c'est le pourquoi et le comment. Pourquoi ce changement d'échelle? Eh bien, finalement, c'est parce qu'on souhaite s'attaquer à un problème sociétal qui est tout simplement l'inégalité des chances dans l'accès à l'entrepreneuriat des personnes handicapées. Rappelons-le, les personnes handicapées sont 9 fois moins nombreuses à oser entreprendre chaque année que dans la tendance nationale. C'est le fruit d'un certain nombre de recherches de notre part et d'échanges avec nos partenaires de l'écosystème, comme Pôle emploi. Je sais que M. Bonin, France Travail, est connecté aujourd'hui, que je salue. Et donc, c'est grâce à ce travail avec tout cet écosystème que nous avons identifié le problème de départ, qui est bien cet accès à l'entrepreneuriat pour les personnes en situation de handicap. Ils sont 9 fois moins nombreux. Et donc, nous, aujourd'hui, à HUP Entrepreneur, l'impact que nous recherchons, c'est évidemment ce changement systémique à terme, contribuer à résorber le problème de départ, qui est bien, c'est 9 fois moins. À l'échelle de ce cycle stratégique de changement d'échelle 2022-2025, nous cherchons à contribuer à résorber ce problème, avec pour ambition de doubler la capacité de l'association d'agir avec impact sur ce problème de départ, sur cette problématique de départ, avec, comme vous le voyez ici, un certain nombre de marches que nous cherchons à franchir avec les équipes HUP en région et sur les programmes, et je les salue et je les remercie ici à cette occasion. Et voilà, notre ambition 2025, c'est d'être en mesure, en capacité d'informer, sensibiliser, conseiller 800 entrepreneurs en situation de handicap et d'en incuber par nos programmes, par nos actions, par nos formats collectifs, par notre vie de réseau, par un certain nombre de relais également dans les territoires, 600 entrepreneurs en situation de handicap. Mais si on ne parlait que de ces flèches, que de cette fameuse flèche que vous commencez peut-être tous à un peu connaître, peut-être en avez-vous marre de voir cette flèche d'ailleurs, eh bien ça vaut le coup d'enchaîner à la slide suivante, parce que finalement le changement d'échelle, ça n'est pas qu'une question de croissance. Notre changement d'échelle, c'est également une ambition de présence dans les territoires, une présence à plusieurs niveaux, à 3 niveaux même. Les territoires où nous sommes déjà présents, vous les voyez ici, je les salue, l'Île-de-France, la Bretagne, les Hauts-de-France, Grand Est, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont des régions bien actives, bien vivantes. Et je salue nos responsables régionaux, nos volontaires en service civique et notre première chargée de mission qui nous rejoint aujourd'hui en Bretagne. C'est grâce à tous ces acteurs qu'HUP, bien sûr, nos administrateurs en région. J'allais les oublier, ça n'a pas la tête. En plus, on en a une en ligne. Je vais me faire taper sur les doigts. Donc, grâce à ce triumvirat, si je peux dire, eh bien, ces territoires vivent. Notre ambition, c'est de poursuivre et d'être également présent en Nouvelle-Aquitaine, cette nouvelle région rose vive que vous voyez apparaître ici, et j'ai audio décrit bien sûr en vous disant ça. Mais enfin, on pourrait se dire, on s'arrête là. Eh bien non, puisque l'ambition d'HUP, c'est bien de rompre l'isolement. C'est bien un des freins d'accès à l'entrepreneuriat, c'est bien cet isolement géographique. Les entrepreneurs en situation de handicap, ils sont partout, ils sont 80 000 et sans doute bien plus même. Ils sont isolés du fait de leur pouvoir d'achat, généralement bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, 900 € par mois pour vivre. Eh bien, ils ne vivent pas nécessairement dans les grandes zones métropolitaines, tout du moins en région, en zone périurbaine, voire rurale, d'où l'importance que nous soyons présents dans tous les territoires. Et en 2024, ça sera vraiment l'année d'accélération d'HUP sur ce thème, à travers la construction de coopérations relais dans les territoires où nous ne serions pas organiquement présents. Et quand je parle de ça, je sais que ça résonne aux oreilles de la Fondation Entreprendre, la France s'engage et également de Michel pour la Fondation Prairial, parce qu'évidemment, on va s'appuyer sur le retour d'expérience des acteurs de l'écosystème pour travailler cette notion de coopération relais au mieux. On peut passer à la planche d'après. Et alors, la mesure d'impact dans tout ça, me direz-vous? La mesure évaluation d'impact social d'HUP Entrepreneur dans tout ça, eh bien, tout simplement, c'est notre boussole dans ce changement d'échelle. On pourrait se lancer tête baissée pendant 4 ans sur un plan stratégique avec des indicateurs fixés à la lettre et ne pas en bouger. Mais je pense qu'on pourrait à ce moment-là avancer véritablement avec des œillères et perdre de vue pourquoi finalement on fait ce changement d'échelle. D'où l'importance de cette mesure évaluation d'impact social que nous vous restituons aujourd'hui, mais qui a vocation à se pérenniser chaque année chez HUP Entrepreneur et d'être véritablement un de nos 4 leviers de changement. Pourquoi ?
parce que non seulement c'est une boussole pour se dire, va-t-on vers l'impact que nous recherchons? Quel est cet impact? Quelle est la nature de cet impact? A-t-on la preuve qu'on va vers l'impact que nous recherchons? Mais c'est aussi, en soi, un outil de pilotage pour savoir justement collecter les données d'impact, les mesurer, les historiser, professionnaliser la démarche d'HUP. Et je remercie Olivia Hendrickson, notre directrice d'opération, qui, avec les équipes, travaille ce cadre commun de l'accompagnement pour justement avoir une base solide pour mesurer et évaluer notre impact. Mesurer et évaluer notre impact, c'est encore une fois une culture, mais c'est aussi un socle qu'on espère le plus solide possible pour rayonner et pour influencer positivement. Et là, je rejoins la mission d'HUP Entrepreneur qui est la représentation nationale de tous les travailleurs indépendants handicapés, entrepreneurs ou entrepreneurs individuels. Ce rayonnement n'est possible que si l'on connaît son impact, qu'on sait le mesurer, qu'on sait là où on n'est pas forcément bon, justement, quelles sont nos axes d'amélioration. Eh bien, c'est tout ce questionnement qui nous anime dans ce changement d'échelle pour aller vers la direction qu'on souhaite ne pas perdre de vue, ce changement systémique, cette égalité des chances dans l'entrepreneuriat pour les personnes handicapées. Et je vous remercie, et j'ai déjà été trop longue, donc je passe la main à Quentin pour la suite. Merci beaucoup, Pauline. Et si on peut passer à la slide suivante, super, merci beaucoup. Comme tu disais, Pauline, cette mesure d'impact représente pour HUP une boussole, et ça fait plusieurs années maintenant qu'on essaye d'intégrer et de créer une vraie culture de l'impact. Je sais qu'il y a eu des précédentes expérimentations qui ont été menées en 2015, 2016, 2019, mais comme je vous le disais en introduction, on peut situer un peu notre année zéro de cette vrai travail de réflexion autour de la mesure d'impact sur la période 2020-2021, puisque grâce à notre incubation au sein du programme Scale Up Association, avec l'incubateur Entropia et SEC, dont certains membres sont là aujourd'hui, je crois, on a pu bénéficier non seulement de l'expertise d'experts d'un laboratoire, avec une vraie expertise externe, mais aussi de 2 étudiantes de la chaire entrepreneuriat social de l'ESSEC qui se sont investies et qui ont pu, grâce à elles, mener ce premier rapport. On a pu aussi s'expérimenter la mobilisation de nos parties prenantes. L'idée de cette première mesure d'impact étant de mesurer les effets à court terme de nos entrepreneurs, bien entendu, mais aussi de nos bénévoles qu'on considère comme bénéficiaires indirects de nos activités, dans le cadre de la représentation, de l'idée de proposer une expérience transformatrice, mais aussi de la transformation du regard autour du handicap. Donc, on a pu faire ce travail de mobilisation de nos parties prenantes, mais aussi concevoir plusieurs outils, une théorie du changement, des questionnaires qui ont pu être réutilisés par Coréis, approfondis et améliorés en regard de nos enjeux actuels. Enfin, on a pu avoir, donc grâce à ce premier rapport, nous avons pu avoir plusieurs enseignements concernant nos entrepreneurs en situation de handicap, 2 principaux, notamment le renforcement des compétences des entrepreneurs en situation de handicap, mais aussi une représentation efficace et une rupture de l'isolement efficace aussi. Et ces enseignements qui nous ont permis, dans le cadre de notre mesure de 2023, d'aiguiller nos hypothèses. Et sans plus tarder, je vous propose de passer la parole à Coréis pour notre mesure 2023. Oui, merci beaucoup Quentin, j'espère que vous m'entendez tous bien. Et donc effectivement, si on continue ce récit vers le rapport d'impact 2023 qu'on va vous restituer. Quentin vient de vous expliquer comment des premiers outils, théorie du changement, questionnaire, avaient pu être installés au sein de HUP. Et donc, je vais maintenant, avec mon collègue Benoît juste à côté de moi, vous parler un petit peu de ce qui a été réalisé donc, dans la période récente, depuis mars 2023, pour monter en puissance sur cette question de la mesure d'impact. Alors, monter en puissance, ça veut dire monter, aller plus loin que ce qui avait déjà été installé. Et avec donc l'équipe de HUP, il y a un travail qui a été fait d'abord pour essayer d'approfondir, d'enrichir les outils existants au sein de l'association. Et comme vous le voyez à l'écran, on a cherché à faire 2 choses au cours de l'année écoulée. Une première chose qui était de produire un nouveau rapport d'impact que l'on va vous restituer, le rapport d'impact 2023. Et à l'occasion de ce nouveau rapport, d'équiper
l'association pour qu'elle puisse, dans les années à venir, et on en reparlera, mesurer régulièrement l'impact de son action. Ces compléments qui ont été apportés en haut à gauche de la page, comme vous voyez, ils ont d'abord essayé de renforcer, enrichir la théorie du changement de l'association. On a essayé, sur la base de ce qui existait déjà, d'amener d'abord de nouveaux éléments de fond, en se disant qu'il était possible de travailler sur des questions d'impact de temps long sur la trajectoire des entrepreneurs TI qui étaient accompagnés. On s'est dit également qu'il était intéressant d'ouvrir des questions d'impact économique en aidant à la création d'entreprises, en aidant les trajectoires professionnelles. Est-ce que HOP ne contribue pas à un impact économique positif? Et on s'est dit également qu'on pouvait commencer à repenser les besoins, les problèmes rencontrés par ces entrepreneurs avec une approche systémique pour essayer d'éclairer ces questions d'inégalité des chances que Pauline évoquait tout à l'heure. Donc des ajouts sur le fond. Des ajouts également sur la technicité des outils que HOP a aujourd'hui dans sa boîte à outils. Il y a eu un travail qui a été réalisé sur les indicateurs et leur précision. Il y a eu un travail qui a été réalisé sur les comparaisons possibles, les données contrefactuelles que certains d'entre vous connaissent peut-être. On a essayé donc avec l'équipe de HOP de toujours faire des différences. Le public accompagné par HOP et le public qui n'est pas accompagné, de façon à renforcer la démonstration que l'association peut vous proposer. Et j'ajouterai enfin que cette théorie du changement, elle a également été repensée avec une idée qui est celle de s'aligner avec vos attentes. Quand je dis vous, c'est partenaires de l'association. Comment peut-on faire pour que dans le rapport d'impact d'HOP, les réponses à des questions avec nous, à des questions ou des points d'intérêt que vous avez vis-à-vis de l'association. Donc le travail a commencé là-dessus, comment améliorer sur le fond, avec des points de comparaison et avec l'idée de répondre à vos questions, la théorie du changement de l'association. Ce premier travail de cadrage, de défrichage, il nous a amené sur la partie droite de la page à construire avec l'équipe d'HOP une feuille de route évaluative, donc un document qui projette l'association bien au-delà de l'année 2023. Parler. Je sais pas si c'est mieux. On n'entend plus Adrien. Oui, Ouais, on est suspendu à tous à ses lèvres. Est-ce que vous nous entendez toujours? Oui, on t'entend, Benoît, mais oui. l'image d'Adrien est figée. Alors, je crois que l'ordinateur d'Adrien a eu un problème. Est-ce que moi, vous m'entendez? Ouais. Oui. Super, on va passer sur mon son et mon micro si ça te va. Hop, désolé, c'est tout bon? Ça s'est coupé quand vous présentiez la feuille de route évaluative. Oui, très bien. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, super. Voilà, je suis désolé de ce problème technique. Et donc, je vous disais qu'on a donc, à la suite de ce travail sur la théorie du changement, on a travaillé donc avec l'équipe d'HOP sur une feuille de route évaluative donc, qui permettent à l'association de se projeter sur de prochains rapports d'impact, donc des rapports d'impact qui seront publiés dans les prochaines années, d'accord, et qui permettent à l'association de préciser sur quoi elle pourrait avoir envie d'échanger avec vous dans les années qui viennent. Donc, des prochains rapports, une vision plus claire de ce qui pourra être étudié dans les prochaines années, et un travail qui nous a également mené à réfléchir à l'organisation que l'association mettrait en place autour de ce travail d'étude d'impact. Et donc, l'association aujourd'hui a clarifié les rôles, le rôle notamment le tien, Quentin, de responsable de mesure d'impact, les processus qui permettraient de collecter la donnée de façon régulière, et également les conversations qui pourraient avoir lieu au sein de l'association pour que l'impact soit non seulement mesuré, mais aussi managé, géré, pris en compte dans la décision de l'association. Donc un travail qui a permis de préparer cette montée en puissance et qui a été appliqué dans le cadre d'une enquête au cours de l'année 2023 auprès des alumni, donc de l'ensemble des anciens bénéficiaires de HOP, pour faire un peu le bilan de l'apport que l'association avait eu sur leur trajectoire et de leur situation aujourd'hui.
Comme vous le voyez au bas de cette page, c'est donc un travail qui a été mené auprès d'un peu plus de 1200 alumni, 1200 anciens bénéficiaires de l'association, et qui a permis de récolter quelque chose comme 170 réponses auprès de ce public, qui nous a permis d'observer là où ils en étaient et ce qu'ils retiraient de l'accompagnement de HUP. Alors, on va vous présenter sans plus tarder les résultats de cette étude, en vous disant, comme vous le voyez en bas de la page, que comme dans toutes les études d'impact, c'est un travail qui garde une certaine marge d'imprécision. Vous voyez cette marge d'erreur en bas, qu'il y a également un certain nombre de biais qui sont propres aux études d'impact réalisées dans le secteur associatif. Je m'engage en tant qu'intervenant extérieur en vous disant que ce sont des biais habituels des études d'impact d'association dont on peut discuter avec vous, mais qui n'invalident en aucun cas la portée des données qu'on va vous montrer. Ce sont des données qui peuvent soutenir la prise de décision de HUP et la conversation avec vous, financeurs. Et donc, je vais laisser la parole à Benoît pour vous restituer les données, alors des chiffres clés qui sont issus de cette enquête, autour de 4 points que vous voyez à l'écran. On va d'abord faire un petit retour sur le profil des alumni d'HUP Entrepreneurs, en vous expliquant qui ils sont, quelles caractéristiques on a pu décrire. On va ensuite vous montrer quelques chiffres clés sur les effets directs, les retombées directes des différents accompagnements de HUP, déclic, parrainage de compétences, HUP Academy. On va se projeter un petit peu sur le temps long en vous montrant l'impact d'HUP sur non pas les personnes, mais les entreprises créées par ces bénéficiaires. Et on finira cette présentation avec quelques chiffres clés sur la situation des alumni aujourd'hui. Où en sont-ils plusieurs mois ou plusieurs années après l'accompagnement qu'ils ont reçu? Et donc, à chaque fois, Benoît va vous présenter les conclusions qui sont les nôtres et des chiffres clés de façon à illustrer ces éléments. Et je reprends mon ordinateur. Alors, on va commencer effectivement, comme Adrien l'a annoncé, par cette première question, qui est le profil des alumni d'HUP Entrepreneurs. Et premier élément à vous partager, quand on regarde des données de caractérisation d'une population, on peut les regarder à travers plusieurs grilles de lecture, ou plusieurs niveaux de lecture. La première, c'est évidemment dans l'absolu. Quelles sont les réponses des personnes à nos questions de caractérisation dans l'absolu. Ensuite, on peut les regarder par rapport à la population qui est étudiée. Est-ce que les répondants, notre échantillon de répondants est cohérent par rapport, est représentatif par rapport à la population sondée, par rapport à la population étudiée. Et enfin, le troisième niveau de lecture de ces données de caractérisation, c'est par rapport à éventuellement d'autres populations comparables sur la base d'autres enquêtes. Je vous donne un exemple. Par exemple, on a regardé ce que disait la BPI sur les parcours, les profils des entrepreneurs et des micro-entrepreneurs en France. On a regardé les données INSEE également. On a regardé les données de l'AGFIP sur le travail des personnes en situation de handicap. Donc, on a essayé d'avoir ce panorama le plus complet possible pour essayer d'en tirer des éléments saillants. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les bénéficiaires d'HUP sont en moyenne plus féminins et plus diplômés que la moyenne de l'ensemble des entrepreneurs en France, et qu'il y a une concentration dans 3 régions, qui est l'Île-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France. Vous voyez, quand je vous dis une population plus féminine, vous voyez ce chiffre de 69% des répondants à notre enquête qui sont des femmes, contre 45% des entrepreneurs qui sont des femmes en France. Et de la même façon, on a un niveau de diplôme qui est un petit peu plus important, qui est même nettement plus important, puisque dans notre échantillon, 54% des répondants sont diplômés du supérieur, contre 25% des chefs d'entreprise en moyenne en France. La seconde question qu'on s'est posée, au-delà donc des caractéristiques de profil relativement classique dans l'entrepreneuriat, homme-femme, au niveau de diplôme, c'est la question du handicap. Quels sont les handicaps des personnes accompagnées par HUP Entrepreneurs? Et là, on a deux messages. La première, c'est que donc on avait une liste de handicaps ou de pathologies potentielles
c'est que vous le voyez, on a 23% des personnes qui ont coché plusieurs cases, donc qui sont en situation de polyhandicap. Et par rapport à chaque handicap pris individuellement, les deux principaux handicaps donc des personnes accompagnées par HUP Entrepreneur, c'est le handicap moteur pour environ 30% des personnes, et puis les maladies invalidantes également pour 30%. Et les handicaps les moins représentés au sein de l'échantillon de personnes répondantes, ce sont les handicaps auditifs et cognitifs qui concernent environ 10% de notre échantillon. Enfin, le dernier élément qu'on souhaitait vous partager ici, c'est que de façon pas forcément très surprenante, mais la majorité des personnes sont des personnes qui ont été accompagnées relativement récemment, donc sur les 3 dernières années, et qu'on a un décrochage. C'est évidemment plus compliqué d'obtenir des réponses de personnes qui ont été accompagnées il y a plus que 3 ans. Et donc, vous le voyez, 73% des personnes qui ont répondu ont suivi un programme ces 3 dernières années. Donc, effectivement, on aura un échantillon de données qui va plus nous parler des personnes accompagnées plus récemment que des personnes accompagnées il y a plus longtemps. Ce qu'on se dit, pour aller dans le sens d'Adrien à l'instant, c'est que notre échantillon ne présente pas de différence majeure avec la population étudiée, et donc qu'on peut effectivement utiliser ces réponses comme aide à la décision ou aide à la discussion avec vous. Si je vous emmène sur la suite, donc la deuxième question, qui sont les personnes? Très bien. Quels sont les principaux effets de l'accompagnement d'HUP, donc les effets directs de l'accompagnement d'HUP sur ces personnes? Et là, on a essayé de vous faire une sorte de classement. Quels sont les principaux effets, en commençant par la baisse du sentiment d'isolement. Donc la question de l'intégration dans un collectif, on avait plusieurs propositions autour de cette intégration dans une communauté. Est-ce que les personnes ont noué une relation de confiance avec leur mentor? Est-ce qu'elles ont pu partager des bonnes pratiques dans le cadre de cette communauté? Donc, on a des éléments positifs sur toutes ces réponses, mais la réponse qui sort le plus, c'est est-ce que vous vous sentez moins isolé dans votre projet professionnel? C'est celle-là. Donc, 70% des répondants qui se sentent moins isolés dans leur projet professionnel. Et vous voyez qu'on est cohérent. On confirme des données qui nous viennent de l'étude dont nous parlait Quentin, l'étude de 2021, on reste dans le même ordre de grandeur. Donc, c'est un élément qui est confirmé dans la durée que ça semble être l'effet de court terme principal pour les personnes accompagnées, c'est qu'elles se sentent moins isolées dans leur projet professionnel. Le deuxième élément qu'on a regardé, c'est de savoir si les personnes acquéraient des compétences, ce qu'on appelle les compétences transversales, le savoir-être, ou bien des savoir-faire. Donc là aussi, on avait toute une liste de savoir-être, toute une liste de savoir-faire, et on leur demande concrètement où est-ce que vous estimez avoir progressé, si vous estimez avoir progressé. Dans les savoir-être, on avait la question de savoir s'entourer pour un entrepreneur, d'être résilient à l'échec, d'être en capacité de saisir des opportunités, d'être tenace, de se sentir légitime. Et en ce qui concerne les savoir-faire, c'est la question de la comptabilité, les ressources humaines, le commercial, la stratégie, communication, marketing. Vous voyez les deux registres différents. Et donc ici, ce qu'on peut vous dire, c'est que d'une part, effectivement, on voit une progression des personnes sur ces deux aspects, mais il y a une progression qui est beaucoup plus nette sur l'acquisition de savoir-faire. Vous le voyez avec ce chiffre le plus élevé, 65% de répondants qui se sentent plus légitimes pour mener un projet entrepreneurial. Et puis, si on regarde les personnes qui ont individuellement indiqué un ou plusieurs savoir-faire, eh bien, 77% nous répondent avoir progressé sur au moins l'un des 8 savoir-faire proposés. Donc, on a une progression des personnes qu'on constate sur la partie savoir-être et la partie savoir-faire. Enfin, le dernier élément, la question de la mise en réseau, elle est largement confirmée par une forte majorité de répondants, puisqu'on a donc 61% des répondants, et c'est cohérent avec des chiffres de même ordre de grandeur que des chiffres de 2021, des répondants qui ont rencontré au moins une personne ayant eu un impact concret sur leur projet. Ce n'est pas uniquement la question de rencontrer des personnes, mais avoir rencontré des personnes qui ont un impact concret sur leur projet. Et donc, quand on leur demande qui sont les personnes que vous avez rencontrées, ça peut être des pairs, des bénévoles et pour certains, des potentiels partenaires. J'en conclus en vous disant que l'étude permet de confirmer la majorité des hypothèses qu'on avait posées dans la théorie du changement et donc permet de souligner ces 3 éléments que je viens de vous présenter. J'avance sur la présentation. Faites-moi signe, Quentin et Pauline, si on a un sujet de timing. Mais sinon, pour vous parler donc, des impacts d'HUP sur les entreprises créées, donc là non plus sur des personnes, mais sur les entreprises. Donc là, on leur demande
finalement quel type d'entreprise vous avez créé, quel est son chiffre d'affaires, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, et dans quel secteur elle agit. Ici, première chose qu'on constate, c'est qu'il y a une spécificité sectorielle. Donc là, quand on vous parle de données de comparaison, c'est en regardant les alumni d'HUP Entrepreneur versus les données de BPI France. Concrètement, on a des créateurs d'entreprises issus d'HUP qui vont beaucoup plus être dans le secteur des services aux entreprises, contre 26% de l'ensemble des micro-entrepreneurs. Alors, ce qu'il faut savoir, chez les micro-entrepreneurs, il y a une forte représentation des métiers, notamment du bâtiment, qu'on retrouve peu ou pas dans l'échantillon de personnes accompagnées par HUP. Donc, on a un éventail de secteurs qui est différent de celui de la population générale. Le deuxième élément qui nous a semblé intéressant, c'est que la pérennité est également plus forte de la part des entreprises créées par des alumni d'HUP, avec vous voyez, 91% des entreprises créées par les bénéficiaires d'HUP existent encore 2 ans après, alors que sur d'autres chiffres, on a uniquement 82% de l'ensemble des entreprises créées en 2014 qui étaient encore en activité en 2016. Donc, on a un chiffre de pérennité qui est plus important et qui nous paraissait intéressant à partager. Ensuite, on leur a demandé non seulement comment votre entreprise a progressé, mais également quelle a été la contribution d'HUP à ce développement. Vous le voyez, alors ce n'est pas majoritaire, mais pour une part non négligeable des alumni, 38%, ces alumni nous déclarent que sans l'aide d'HUP Entrepreneur, soit leur entreprise aurait été peut-être moins développée, soit elle aurait été développée moins rapidement, soit elle n'aurait carrément pas développé l'entreprise sans l'aide d'HUP Entrepreneur. C'est des éléments qui effectivement sont plutôt encourageants pour HUP Entrepreneur. Ce qu'on constate néanmoins, c'est que ces entrepreneurs ont toujours des difficultés à se financer au-delà de la Love Money. Et on constate également des chiffres d'affaires qui restent relativement faibles, en moyenne, moins de 3 700 € par an. Donc, on a des entreprises de petite taille. Je vais vous emmener maintenant sur la dernière page sur la question de finalement les personnes. Les entreprises, c'est bien, mais ce qui nous intéresse tous, c'est où en sont les personnes en termes de parcours personnel et professionnel. Premier point, c'est des personnes qui sont globalement plus intégrées dans l'emploi que la population générale, puisqu'on a 72% des répondants qui exercent une activité professionnelle, comparé à un taux d'emploi en France en 2022 un petit peu inférieur de 68%. Donc, on a une population qui est plutôt mieux insérée dans l'emploi, et surtout, on a une population qui est plutôt plus épanouie dans l'emploi, avec un niveau d'épanouissement professionnel qu'on approxime avec cette question de est-ce que vous aimez votre travail, et vous voyez que quasiment 80% des personnes déclarent aimer leur travail, et une proportion importante aussi estime avoir gagné en estime de soi. Le point peut-être négatif dont HUP vous reparlera, c'est la question de la situation financière des alumni. Ce qu'on constate, c'est que malgré cette progression, cette insertion professionnelle, on a des personnes qui restent plutôt dans une situation financière relativement fragile, en tout cas pour une partie d'entre eux. Vous le voyez, 40% des alumni déclarent ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins quotidiens et à ceux de leurs proches. Et quand on leur demande effectivement le revenu qu'ils tirent de leur activité entrepreneuriale, eh bien, la majorité, en fait, a un revenu qui est inférieur à 1 200 € par mois net. Et vous le voyez, on a ces deux indicateurs qui sont celles de la stabilité des revenus issus de l'activité entre avant et après l'accompagnement, et celle du recours aux prestations sociales. Sur ces deux indicateurs, pour l'instant, tel que l'enquête a été menée, on ne voit pas d'évolution entre avant et après l'accompagnement sur le niveau de revenu et le niveau de recours aux prestations sociales. Ceci étant dit, les indicateurs que HUP a mis en place dans la durée devraient permettre d'affiner cette question et de vérifier dans le temps si ces indicateurs évoluent ou non. En conclusion, donc on a des alumni professionnellement plus insérés dans un travail qu'ils apprécient malgré la persistance de difficultés économiques. Je laisse peut-être Adrien conclure. Oui, et donc, pour conclure, encore une fois, donner forme à cette idée de montée en puissance des pratiques de mesure d'impact de l'association,
on s'est permis de synthétiser dans la page que vous avez sous les yeux un certain nombre de chiffres clés que Benoît vient de présenter pour bien marquer deux idées. Une première idée qui est que HUP, à partir de maintenant, veut vous montrer des trajectoires de temps long. Et c'est d'abord ce que vous voyez dans cet escalier qu'on a sur cette page, qui commence sur la partie gauche avec des retombées immédiates de l'accompagnement. En bas à gauche, ces chiffres sur l'acquisition de savoir-faire, de savoir-être, la connaissance de l'écosystème entrepreneurial, donc les retombées directes, mais aussi être capable de montrer à ses partenaires des informations sur les impacts de temps plus long et sur le devenir à plusieurs années des alumni, les chiffres que vous voyez en haut à droite sur l'exercice d'une activité professionnelle ou le rapport à l'emploi occupé. Donc, première idée, être capable à partir de maintenant de montrer ces trajectoires de temps long. Et la deuxième idée autour de laquelle on a axé ce travail, qui était de montrer une différence, faire des comparaisons à chaque fois qu'on pouvait, c'est aussi quelque chose qu'on essaye d'illustrer dans cette page, en vous montrant par exemple en haut à droite que le taux d'emploi que l'on observe parmi les alumni de l'association, on cherche à le comparer au taux d'emploi de publics similaires en France. D'accord ? Que la proportion de répondants qui ont créé une entreprise, on cherche maintenant à l'attribuer à l'accompagnement de HUP, et Benoît a expliqué ce chiffre de 38% qui aurait soit créé une entreprise de plus faible ampleur, soit développé moins rapidement leur entreprise, soit même pas créé d'entreprise du tout. D'accord ? Donc on reprend là des chiffres que vous avez déjà vus pour essayer de marquer cet état d'esprit dans lequel HUP se situe et va se situer dans les prochaines années, montrer la trajectoire de temps long et montrer la différence qui est créée grâce à l'accompagnement. Et donc, on va s'arrêter ici avec Benoît pour la restitution des données. L'idée, c'est évidemment qu'elles servent à la réflexion, à la prise de décision au sein de l'association. Et dans cet état d'esprit-là, Quentin, Pauline, vous avez tiré un certain nombre d'enseignements de ces données qu'on voudrait partager avec vous. Absolument. On peut passer à la planche d'après, du coup, pour revenir peut-être sur quelques points d'enseignement. 4 points d'enseignement sur lesquels nous, à HUP Entrepreneur, on a pris du recul en équipe, avec le conseil d'administration, etc., et sur lesquels on aimerait revenir par rapport à cette mesure évaluation d'impact social 2023. La première chose qui nous frappe, c'est bien sûr la surféminisation du public entrepreneur que nous accompagnons, que nous accueillons, que nous accompagnons chez HUP. C'est quand même frappant. 69% de nos alumni sont des femmes versus 45% chez les entrepreneurs selon BPI France. Évidemment, on est tenté de s'interroger sur le pourquoi. Donc, je ne vais pas m'aventurer à m'avancer sur le pourquoi, mais simplement rappeler de manière sans forcément corréler plusieurs faits marquants. La première chose, vous le savez, les femmes en situation de handicap dans l'accès à l'emploi, c'est bien une intersectionnalité la plus élevée en termes de discrimination selon le dernier rapport du Défenseur des droits. Ça, c'est une réalité. Vous cochez ces 3 cases, vous êtes en haut des saisines auprès du Défenseur des droits. La deuxième chose, c'est là aussi rappeler l'accès à l'emploi contraint pour les femmes en situation de handicap, même en milieu ordinaire ou protégé, même en milieu protégé, ou adapté, puisque le taux de féminisation, je parle sous le contrôle de certains représentants qui sont connectés, je crois que la NRH devait se connecter, mais en tout cas, dans une étude que j'avais pu lire, qui remonte un peu, il faut bien le dire, le taux d'emploi, la féminisation des travailleurs handicapés embauchés dans le secteur adapté protégé n'est que de 30%. Donc même dans le secteur adapté protégé, il peut y avoir un défi d'accès à l'emploi pour les femmes en situation de handicap. Donc en tout cas, voilà, cette surféminisation, elle nous interpelle bien sûr. Le deuxième enseignement qui nous frappe, sans nous surprendre pour autant, c'est, on l'a compris, hein, l'impact d'HUP est aussi bien sur les savoir-être que les savoir-faire. On l'a bien entendu, il y a aussi de l'impact sur les savoir-faire, il faut se le dire. C'est finalement la dominance, notre impact est encore plus fort sur les savoir-être que sur les savoir-faire. Et pourquoi ça ne me surprend pas, personnellement, c'est qu'encore une fois, je vous le rappelle, on a fait émerger un public invisible. Et j'ai l'impression, quand on prenait la métaphore des marches et de la trajectoire, bah nous, à HUP, on est exactement comme si on était en train de gravir cet escalier nous-mêmes.
il fallait déjà mener comme travail d'impact le fait d'émerger, d'exister, d'être représenté. Et donc, déjà, cet effort-là, eh bien, il nécessite d'émerger, il nécessite de travailler ce sentiment d'être entrepreneur. C'est bien le slogan d'Ashop, handicapé sûrement, entrepreneur avant tout. Et du coup, quelque part, ce résultat, il me rend fier sur le fait d'agir sur ce sentiment d'appartenance. Je suis un entrepreneur. Et quand on pense que les parcours des personnes handicapées, pour beaucoup, ont été téléguidés d'une administration à l'autre, voilà, la prise d'initiative, c'est quelque chose qui peut avoir été dans le parcours de vie assez contraint. Le fait qu'on puisse agir sur ce savoir-être au sens d'émerger comme entrepreneur, se sentir entrepreneur, c'est quelque chose, évidemment, dont on peut être fier. Et pour autant, on n'a clairement pas envie d'en rester là. On a envie, bien sûr, de continuer à agir sur cet impact savoir-être, de mieux le comprendre, de le creuser, et aussi de continuer d'agir, évidemment, sur les savoir-faire. Et ça, j'ai un clin d'œil à toute l'équipe et à Olivia, parce que je sais que l'année 2024 sera particulièrement musclée pour aller encore plus loin sur l'acquisition des savoir-faire. Le troisième enseignement frappant, c'est là, donc ça rejoint cette idée d'émerger en tant qu'entrepreneur, notre impact sur la légitimité, la ténacité dans l'exercice d'entreprendre, c'est tout simplement lutter contre le syndrome de l'imposteur. C'est le cas pour tous les entrepreneurs, tous les réseaux d'accompagnement à l'entrepreneuriat vous parlent de ce fameux syndrome. Est-il plus puissant pour une personne handicapée qui entreprend qu'un autre public? Ça, évidemment, ça serait vraiment des suppositions. En tout cas, c'est un résultat dont on peut être fier, et là aussi, il faut continuer d'avancer avec ça, comme indicateur, finalement, pour agir contre ce syndrome de l'imposteur. Je ne me sens pas entrepreneur. Dernier point et dernier enseignement, c'est le constat sur les difficultés économiques. Il nous interpelle bien sûr déjà sur la forme d'entrepreneuriat. Finalement, ce que décrit la mesure d'impact, elle nous montre qu'on est face à un public d'entrepreneurs qui a un entrepreneuriat pragmatique, un entrepreneuriat pour compléter ses revenus, ce qu'on peut appeler parfois un side business. Et j'ai tout de suite en tête, pour exemple, notre lauréat vote du public de cette année, Romain Goyet, qui est travailleur en ESAT et entrepreneur. Entrepreneur depuis 10 ans, une activité dans l'événementiel. Démérite-t-il pour autant? C'est une question que je vous pose. Démérite-t-on lorsqu'on est un side entrepreneur? Pas forcément. En tout cas, bien sûr, ça nous questionne pour aller plus loin. Ça nous questionne, eh bien, quand même dans l'idée de se dire qu'il faut accompagner ces questions de développement économique. Donc, comment on crée les conditions d'une forme de sortie de précarité économique. C'est moins de 3 700 €. Pourquoi il nous interpelle? Pourquoi on a fixé cette barre-là? C'est en fait, quand vous êtes à 3 700 € ou plus, vous complétez votre allocation adulte handicapé d'une manière qui vous permet d'atteindre plus ou moins le SMIC, équivalent du SMIC en salaire. C'est pour ça qu'on s'est intéressé à ces 3 700 € ou moins. Donc voilà, ça interroge évidemment pour se dire, d'un côté, il y a de l'entrepreneuriat pragmatique. Doit-on être dans une performance économique absolue lorsqu'on entreprend dans le cadre d'un side business? Néanmoins, de prendre en compte cette notion de précarité économique et surtout eh bien, de continuer de s'appuyer sur ces données pour mener nos actions de plaidoyer, parce que ce changement systémique-là de sortie de précarité économique, évidemment, c'est une action à mener par Ashop, mais bien sûr avec les acteurs de l'écosystème, de manière conjointe, de manière agile, de manière efficace ensemble pour surmonter eh bien, ce frein-là. Donc, dans ce contexte, on voit bien qu'à Ashop Entrepreneur, on apporte ce coup de pouce, cette mise en dynamique des entrepreneurs. Et là encore, on touche à l'ADN de l'association puisque nous sommes un réseau de soutien à l'entrepreneuriat. Nous ne sommes pas un réseau d'aide à la créa, d'aide à la reprise comme des conseillers. Et je salue ici nos partenaires, BGE, l'ADI, France Active, Initiative France, La Ruche, qui sont des réseaux d'aide à la créa. Nous sommes un réseau de soutien à l'entrepreneuriat. Nous sommes ces entrepreneurs handicapés qui, en 2008, ont voulu se regrouper, ont voulu faire entendre leur voix, ont voulu s'auto-représenter et ont voulu, évidemment, s'entraider. Ashop Entrepreneur, c'est bien ça. Et donc, cette mise en dynamique, ces coups de pouce, évidemment, ça résonne dans l'ADN de l'association. Mais pour autant, ça nous donne envie, évidemment, d'aller plus loin dans cet accompagnement. Et aujourd'hui, plus que jamais, dans le plaidoyer pour la prise en compte de ces freins vis-à-vis eh bien, des politiques publiques et en co-construction de solutions avec les décideurs publics. Et je passe la main sur les pistes d'action à Olivia. Merci Pauline. Dans la continuité, effectivement, pour prolonger quelles leçons et quelles pistes d'action cette mesure d'impact nous a
nous a amené à en créer pour, voilà, de manière opérationnelle aussi, puisqu'effectivement, cette mesure d'impact a impliqué notamment tous les référents des parcours d'accompagnement qui sont ici présents dans le cadre de cette visio, à questionner, revoir, rechallenger finalement l'activité d'HUP au quotidien. Quel profil on accompagne, comment on accompagne et in fine, quels sont les contours aussi de notre cadre d'accompagnement. Donc en premier, la première piste d'action et l'enseignement qu'on en a tiré, c'est effectivement s'interroger sur le déséquilibre qui peut exister aujourd'hui, en tout cas l'écart qui apparaît entre l'impact qu'on peut avoir sur les savoir-être, sur les entrepreneurs qu'on accompagne et un impact moindre sur les savoirs dits techniques. Évidemment, vous le savez, dans le cadre d'accompagnement HUP, nous, on accompagne en mobilisant donc des référents de parcours d'accompagnement, qui accueillent, qui écoutent, qui orientent la personne vers un des programmes, vers une des brilles d'accompagnement qu'on a dans l'association. Et dans le cadre de cet accompagnement, on mobilise notre vivier de bénévoles qu'on recrute, qu'on mobilise, qu'on fidélise, qu'on anime et qu'on fait monter en compétences. Dans ces deux profils de bénévoles, on a des mentors ou des coachs. Évidemment, en fonction des besoins qui vont être identifiés par le référent HUP, les besoins vont être différents, enfin les positionnements qu'on va opérer dans l'accompagnement de mettre en relation soit avec un coach, soit avec un mentor, vont être déterminés par le besoin sur lequel se situe l'accompagnement. Ce premier enseignement de se dire qu'il y a un écart aujourd'hui entre notre impact sur les savoirs techniques qui serait moindre par rapport au savoir-être nous a questionné sur notre parcours d'onboarding des bénévoles. Est-ce qu'aujourd'hui, à HUP, est-ce qu'en 2023, on mettait suffisamment toutes les conditions suffisantes pour permettre à tous les bénévoles, et y compris tout particulièrement aux mentors, de pouvoir monter avec facilité dans notre parcours d'onboarding et de pouvoir accompagner sur ce transfert de savoir technique auprès donc, des entrepreneurs. Donc ça, c'est un premier enseignement qu'on a tiré et qui s'est manifesté derrière par des actions assez immédiates, puisqu'effectivement, on a renforcé notre processus d'onboarding en revoyant les étapes justement de comment onboarder avec réactivité et aussi avec un package suffisant pour mettre toutes les conditions propices pour permettre au mentor tout comme au coach d'onboarder avec efficacité. Et on a produit effectivement un premier kit d'engagement. Pour autant, en 2024, vous l'imaginez bien, on s'est fixé aussi d'autres défis puisqu'on sait qu'on doit se muscler davantage, pour reprendre l'image employée précédemment sur le fait de se muscler. C'est vraiment notre credo en 2024, se muscler davantage sur ce processus d'onboarding des bénévoles et se muscler sur vraiment la mobilisation de ces mentors qui ont un rôle clé aujourd'hui aux côtés des référents d'accompagnement HUP pour permettre à tous les entrepreneurs qu'on accompagne de monter en réelle compétence sur ces savoirs dits techniques, puisque c'est le rôle de notre modèle d'accompagnement. C'est le rôle des mentors aujourd'hui, lorsqu'ils sont mis de manière proche, de manière vraiment rapprochée aux côtés donc, des entrepreneurs, de transférer leur expertise, de les faire apprendre ces savoirs techniques. Donc ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement qu'on a tiré, évidemment, c'est s'interroger aussi sur notre modèle d'accompagnement au sens large, puisque, comme beaucoup d'autres associations, nous, on accompagne en reposant sur deux jambes, à la fois sur un référent donc, de l'association qui va sécuriser le parcours de A à Z de l'entrepreneur. Voilà, il y a différentes étapes qui structurent le parcours. Et puis, évidemment, sur ce vivier de bénévoles qu'on mobilise, et donc finalement sur cette modalité de bénévoles, donc de personnes qui mettent du temps de manière gratuite pour accompagner des entrepreneurs. Évidemment, le fait qu'on repose sur un modèle de délégation de cet accompagnement à moitié, le référent d'accompagnement reste présent, mais malgré tout, on délègue une partie de l'accompagnement. Ça nous a interrogé plus largement de est-ce qu'en 2024 et est-ce qu'en pour les prochaines années, HUP ne devrait pas aussi réfléchir à d'autres modalités d'accompagnement et à diversifier justement ces modalités opérationnelles. Est-ce que justement dans ces bénévoles qu'on mobilise, est-ce qu'on n'a pas des niveaux de bénévolat à réfléchir? Des niveaux aussi d'implication dans les bénévoles. Voilà. Donc ça, c'est vraiment évidemment, c'est un enseignement qui va nous permettre vraiment de repenser et d'approfondir nos manières d'agir dans l'accompagnement auprès des entrepreneurs.
Et puis, effectivement, pour rebondir sur ce que disait Pauline, un dernier enseignement vraiment s'est illustré dans cette mesure d'impact sur justement les profils, finalement, les profils d'entrepreneurs qu'on accompagne. Aujourd'hui, à Shop, on a pu dessiner des contours, des limites dans le cadre d'accompagnement. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'effectivement, dans la majorité des entrepreneurs qu'on accompagne, la majorité vivent de leur activité entrepreneuriale de manière complémentaire. C'est-à-dire que l'activité entrepreneuriale s'inscrit comme étant une activité complémentaire en continuum de leur quotidien, de leur autre activité. Ce qui veut dire derrière qu'il ne s'agit pas non plus qu'à Shop se positionne sur le credo de se dire que la voie entrepreneuriale reste une voie royale, loin de là. Ce qui veut dire en revanche qu'on doit mettre les conditions suffisantes dans les contours de notre cadre d'accompagnement pour se dire que premièrement, on accompagne des entrepreneurs qui ne feront pas nécessairement une performance dite économique, donc qui n'auront pas un résultat à atteindre quantitatif, et ce ne sera pas un critère de refus d'accueil et d'accompagnement dans le parcours à Shop. En revanche, nos référents dans l'association ont pour devoir de s'assurer de garder une prudence pour éviter tout risque pour l'entrepreneur, quoi qu'il arrive. Donc nous, en fait, le credo aujourd'hui d'Ashop dans le cadre d'accompagnement, les contours qui se sont dessinés, c'est qu'on accompagne des entrepreneurs pour les aider à développer leur activité entrepreneuriale, pour les aider aussi à reprendre effectivement une confiance, à ces manières corrélées, finalement, à devenir des entrepreneurs épanouis, évidemment avec cette prudence de limiter l'accompagnement jusqu'à une éventuelle identification d'un risque potentiel pour l'entrepreneur. Et ça, c'est important parce que c'est quelque chose qu'on a ancré dans le marbre depuis toujours, mais qu'on a réancré encore aujourd'hui sur vraiment l'importance pour nous de s'assurer que l'entrepreneuriat, pour les personnes qu'on accompagne, restera bien apprécié dans sa globalité et vraiment dans la globalité aussi des risques potentiels. Voilà. Puis il y a plein d'autres leçons qu'on en a tirées, mais on a fait court. Merci beaucoup, Olivia, pour la présentation de cette action. Peut-être pour conclure ce chapitre 2 sur la montée en puissance de l'association et la présentation de cette mesure d'impact 2023, vous avez entendu le retour de Corée sur le résultat, vous avez aussi entendu notre retour, mais on voulait donner en conclusion la parole rapidement à plusieurs de nos financeurs du changement d'échelle qui financent le passage à l'action de la Shop Entrepreneur, en donnant notamment la parole à la Fondation La France Engage, à Malakoff Humanis et la Fondation Entreprendre, qui sont nos principaux partenaires du changement d'échelle, pour avoir eux aussi leur avis, pour compléter du coup cette vision sur cet exercice de mesure d'impact. Et Nora, si ça te va, je te propose de passer la parole. C'est mieux avec le micro. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est à la fois hyper enthousiasmant, j'imagine un peu vertigineux aussi pour vous, mais en tout cas, je voulais aussi vous dire un petit mot en tant que financeur, évidemment, c'est toujours intéressant de voir là où l'argent est utilisé et de se dire que oui, les résultats sont là, etc. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans la mesure d'impact dont on a fait, qui est devenu quand même l'un des piliers de notre accompagnement au sein de la France S'engage depuis quelques années maintenant, c'est surtout en tant qu'accompagnateur. Et je pense que c'est la démarche qu'on a dès le départ, même dès la candidature finalement, où on se dit le plus important, c'est que le porteur de projet, le candidat, puis le lauréat et finalement l'alumni, quand les structures sortent de notre accompagnement, c'est qu'elles soient en apprentissage permanent et qu'on puisse vraiment leur apporter quelque chose. Et je pense que de la même manière que nous, notre reporting, on essaye de le penser comme un outil d'accompagnement, cette mesure d'impact aussi, elle est intéressante en cela. En général, c'est vrai que parfois, non, je ne vais pas dire en général, parce que c'est très exagéré, mais parfois les structures se lancent dans une mesure d'impact pour des mauvaises raisons. Parfois parce que nous-mêmes, les bailleurs et les financeurs, on met la pression.
ce qui n'est pas une bonne raison et on essaye d'y travailler. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on n'impose pas de mesures d'impact en tant que financeur, parce que dans les 3 ans de notre accompagnement, c'est pas forcément le bon moment pour le faire. C'est parfois aussi un mauvais cadeau finalement à offrir à une structure, parce que ça prend du temps, parce que finalement, elle ne saura pas quoi faire des résultats. Et c'est parfois aussi une mauvaise idée parce que, enfin, la raison qui pousse parfois les structures à se lancer dans ces mesures d'impact, parfois c'est pour faire aussi de la communication, uniquement, je veux dire, auquel cas, enfin, c'est même dommage parce que évidemment qu'on communique sur ces résultats d'impact, notamment quand ils sont bons. Mais si la structure ne pense qu'à faire de la communication, et en général, ces structures ont déjà les conclusions avant d'avoir fait la mesure d'impact, elles savent exactement ce qu'elles veulent dire. Finalement, c'est un peu, enfin, c'est de la perte de temps aussi pour tout le monde. Et moi, ce que je trouve vraiment intéressant là-dedans, c'est de pouvoir en faire un outil de pilotage. Je trouve ça très vertueux de pouvoir partager à vos financeurs, à vos accompagnateurs aussi les résultats, alors qu'ils sont moins bons. C'est très scolaire de dire ça, mais en tout cas, ce qui vous challenge. Non, mais je trouve que c'est aussi une bonne. Enfin, c'est une bonne tendance, j'ai l'impression, dans les relations financeurs-associations. On n'est pas là pour vous mettre des bons et des mauvais points. Enfin, je pense que le sujet, il est plus là aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est une tendance quand même intéressante et positive quand même à mentionner parce que ça vous aide à la prise de décision, hein, vous l'avez dit, enfin, dans la présentation de Coréis aussi. Et moi, je trouve enfin, je vois 2 enjeux chez vous, hein, mais qui sont des sujets qui sont un peu mes dadas. Le premier, c'est comment vous allez pouvoir acculturer tous vos nouveaux bénéficiaires, vos entrepreneurs. C'est vrai que c'est plus difficile d'aller chercher des alumni d'un temps long. Enfin, nous, on est exactement dans ce sujet avec nos 10 ans où il va falloir aller récupérer le lauréat 2014 dont on ne savait même plus qu'il existait. Donc ça, mais maintenant, comment vous acculturez vos bénévoles, vos bénéficiaires, etc., à cet outil. Enfin, en fait, c'est devenu vraiment un outil pour vous. Et le second sujet, c'est comment vous gardez le même impact ou même comment vous l'améliorez dans une démarche de changement d'échelle, dans un contexte où vous allez finalement avoir plus de bénéficiaires. Donc voilà un peu moi les deux enjeux que j'avais. Et puis j'avais des questions un peu de curiosité, mais est-ce qu'il y a des résultats auxquels vous attendiez? Enfin, est-ce que vous avez des surprises, quoi, en gros? Voilà, c'était ma petite question de conclusion. Voilà, merci. Merci, Nora. Est-ce qu'on rebondit à la question d'Enora ou pas en termes de temps? Peut-être on se la garde pour la Oui, fin pour avoir une absolument. vraie Ok. période de questions-réponses, mais en tout cas, on la garde bien en tête. Merci beaucoup, Enora. Et maintenant, je passe la parole à Anne-Sophie Vendrepoux, qui est Charlotte Ternoir, respectivement pour l'Action sociale retraite Malakoff Humanis et la Fondation Malakoff Humanis. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais prendre la parole en premier pour la Fondation Malakoff Humanis Handicap. Déjà, je voulais vous remercier pour cette présentation. Vous remercier, comme l'a fait Nora, sur la transparence des chiffres qui nous ont été présentés aussi, parce que c'est important. Et pour nous, c'est toujours une bonne chose quand on voit à la fois les avancées et puis aussi les points d'attention et les axes d'amélioration. Donc là-dessus, merci à vous. Concernant la mesure d'impact social, pour nous, alors aussi bien au niveau de la Fondation Malakoff Humanis Handicap qu'au niveau du groupe Malakoff Humanis, le sujet de la mesure d'impact social, c'est devenu quelque chose de complètement incontournable au niveau du groupe. Donc, c'est quelque chose auquel on est totalement attentif. C'est d'ailleurs une démarche qu'on a portée nous-mêmes pour faire notre propre bilan et une démarche qu'on porte auprès de nos porteurs de projets en travaillant avec eux, en sélectionnant ceux pour lesquels ça paraît le plus pertinent pour pouvoir faire grandir leur structure et les faire passer une nouvelle étape dans toute cette chaîne d'innovation sociale. Et là, je pense qu'on est vraiment là-dedans pour vous. Après,
nous a particulièrement intéressé dans la démarche d'HUP et Pauline l'a rappelé au début de cet échange, c'est que ça s'intégrait pleinement dans votre démarche de changement d'échelle, hein. C'était vraiment un levier qui était partie intégrante de votre changement d'échelle. Et ça, pour nous, c'était aussi très intéressant dans la mesure où ce qu'on peut voir là par rapport aux résultats, c'est que ça a vraiment permis de faire un retour en arrière sur ce qui a pu être fait jusqu'à maintenant. Et puis, surtout, ça vous aide dans le pilotage, la mesure de votre changement d'échelle, mais aussi de votre activité à plus long terme. Et pour nous, c'est les points qu'on a particulièrement notés. Alors, je vais peut-être laisser Anne-Sophie compléter pour pas trop monopoliser la parole, mais encore merci pour ces travaux. Eh ben, merci Charlotte, et puis bonjour à toutes et à tous. Je vais rejoindre ce qui vient d'être dit par chacun et chacune, et juste pour compléter les propos de Charlotte, moi je trouve que ça fait une belle photo que vous nous avez partagé ce midi, une belle photo à la fois du profil des entrepreneurs, de ces fameux alumni, et du coup c'est intéressant de pouvoir les connaître, savoir qui ils sont et pour mieux en parler. Donc je pense que ça c'est un des points positifs. Et puis ce qui était intéressant, c'est d'avoir un peu une photo sur les effets que peuvent avoir l'accompagnement à HUP, mais au-delà de la création d'entreprise. Et ça, c'est aussi intéressant et quelque chose qu'on peut aussi constater dans d'autres projets qui sont portés autour de cette thématique du retour et du maintien à l'emploi. Donc, je trouvais intéressant de pouvoir le souligner et puis voir cette trajectoire des bénéficiaires, ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils deviennent après cet accompagnement. Encore une fois, ça contribue à une belle photo. Donc, il y a un bel album à votre disposition côté HUP pour avoir des plans d'action qui en découlent. Donc, bravo. Et puis, je m'arrête parce que le temps passe. Et une bonne journée à tous. Et on a hâte de voir la suite des résultats pour voir si les tendances se confirment. Et j'espère qu'on aura un exercice du même style sur vos prochaines mesures d'impact. Merci beaucoup, Charlotte. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Et pour conclure ce petit tour de table, j'aimerais passer la parole à Virginie Comelin, responsable de l'opérateur pour la Fondation Entreprendre. Merci beaucoup. Et puis, je ne vais pas redire ce qui a été redit, notamment aussi sur les défis prochains qui sont bien dressés. Nous, la Fondation Entreprendre, on a un partenaire depuis longue date, mais on est quelque part le dernier partenaire, le nouveau partenaire pour le changement d'échelle. Et notamment, ce que je trouve hyper intéressant, en fait, c'est quelque part ce que vous allez faire après, en fait. En fait, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion et comme enseignement pour améliorer en fait le cœur de votre action. Et je trouve ça super intéressant, notamment pour l'une de vos modalités d'échelle qui est de transférer votre savoir-faire. Et je trouve que la mesure d'impact, elle est intéressante parce que quelque part, elle dit, mais quelles sont les spécificités de l'accompagnement d'HUP? Et je pense que là-dedans, vous avez le terreau, en fait, quelque part pour formaliser un peu votre savoir-faire, votre pédagogie. Qu'est-ce que fait HUP et qu'est-ce que c'est HUP en direction d'éventuellement d'autres acteurs de l'écosystème entrepreneurial pour qu'ils accompagnent aussi mieux les personnes porteurs de handicap. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Et après, je trouve ça intéressant du côté de la Fondation Entreprendre parce que nous, on a un dispositif d'évaluation d'impact. Alors, savoir quel est l'impact de notre soutien auprès des associations, mais aussi de caractériser en fait l'action de nos associations. Donc, ce n'est pas notre impact à nous, mais comment elles agissent en fait auprès de leur public. Et je vois il y a un certain nombre de questions qui vont permettre aussi nous de bien de pas vous poser des doublons de questions ou pas vous poser des questions à côté parce que l'idée aussi c'est de pas complexifier finalement en fait nous notre mesure d'impact qui vient se calquer à ce que vous allez mesurer. Donc c'est de savoir comment en fait on peut simplifier la démarche à la fois de reporting et de mesure d'impact. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Virginie. Merci à tous pour ce partage. Je vois qu'il est déjà 13h36. On aimerait se garder un petit temps pour les questions-réponses que vous avez peut-être à nous formuler. Je vous propose de passer à la partie 3. On l'avait évoqué, cette question des nouvelles perspectives sur nos impacts. Quelle est la suite pour HUP? Si on peut passer. Voilà, merci beaucoup. Comme le rappelait Coris en début de cet atelier, dans nos objectifs, il y avait aussi cette idée de pouvoir mesurer régulièrement l'impact de nos activités. Et dans la construction de cette feuille de route évaluative à 3 ans, il y avait notamment la construction de ce dispositif d'évaluation cible de HUP qu'on a appelé transverse, l'idée de pouvoir collecter facilement de la donnée tout au long de l'année
de manière un peu automatisée et facile pour l'équipe. Donc, grâce aux échanges, grâce aux travaux de Coréis, on a pu aboutir à 2 questionnaires. L'un proposé à l'entrepreneur à l'entrée du programme et l'autre proposé directement à la fin, avec l'idée, donc ça pour mesurer les effets de court terme, et avec l'idée pour continuer à mesurer les effets de long terme, une enquête comme on a pu faire avec celle qu'on vous a présentée, chaque année, en alternant une fois notre cible entrepreneur alumni et une autre fois la cible bénévole. Donc, pour vous tenir un peu au courant, on est actuellement dans ce travail d'intégration de questionnaires pour construire ce dispositif d'évaluation. On est actuellement dessus avec Olivia, mais aussi Aïssatou, qui est la responsable digitalisation de notre plateforme digitale d'accompagnement HUB Connect. Et on est actuellement dans cette réflexion, dans ce travail qu'il ne faut pas sous-estimer, mais de comment réussir à intégrer ces questionnements qu'on peut avoir de manière naturelle dans nos process qui existent déjà. Il y a déjà des questionnaires d'entrée, il y a déjà des questionnaires de sortie. Comment les renforcer sans pour autant ne pas créer trop de passerelles, trop de barrières à l'intégration d'un nouveau entrepreneur qui devrait répondre à un questionnaire beaucoup trop long. Comment mobiliser l'équipe, comme on l'a dit avec cette idée de culture de l'impact, comment mobiliser toute l'équipe sur le recueil des données. Et enfin aussi, une de nos spécificités due à la spécificité de notre public, comment rendre ces questionnaires accessibles. Ça, c'est aussi un gros travail de réflexion. Donc ça, c'est pour la partie transverse. Et si on peut passer à la slide suivante. On a aussi une partie plus spécifique où, outre la mesure des impacts de nos activités, l'idée, comme ça a été évoqué au début aussi, de creuser les questions qu'on peut se poser autour d'autres thématiques que nos activités courantes, on va dire. Et on a notamment, donc, comme vous le voyez sur cette slide, sur 2024, qui est un peu la deuxième année de cette feuille de route évaluative, d'abord, évaluer notre impact autour des bénévoles, donc comme on l'a dit dans cette alternance, une fois entrepreneur, une fois bénévole, mais aussi pouvoir étudier les effets de notre plaidoyer à impact, qui est aussi une des ambitions de la HUB, de transformer la vision du grand public autour des entrepreneurs en situation de handicap. Et en année 3, 2025, s'intéresser cette fois-ci aux impacts économiques. Pauline, je ne sais pas si tu veux peut-être rebondir là-dessus sur l'importance du plaidoyer impact et des impacts économiques. Oui, merci Quentin. Alors, comme l'a montré cette mesure évaluation d'impact, déjà, notre objectif, c'est bien sûr de comprendre notre nature d'impact et d'être capable de le mesurer, de l'évaluer. Ça s'applique bien sûr au plaidoyer, puisque c'est ancré, bien sûr, au cœur de la mission d'HUB, représenter et accélérer la réussite des personnes en situation de handicap qui veulent entreprendre. Et c'est vrai qu'à travers ce mot « représenter », l'association a mené un certain nombre d'actions et a de beaux faits d'armes à son actif à ce sujet. Mais aujourd'hui, à travers la mesure d'évaluation d'impact social, justement, l'enjeu, c'est de mieux comprendre finalement quel est notre impact en matière de plaidoyer. On perçoit qu'on a sans doute eu de l'impact sur cette thématique d'émerger, mais qu'en est-il sur la thématique d'influencer et de pérenniser ce choix de l'entrepreneuriat pour les personnes handicapées qui font ce choix. C'est là qu'on pense avoir surtout beaucoup de questions à se poser et on pense que la mesure d'évaluation d'impact social peut nous aider à mieux cerner, encore une fois, quels sont les impacts qu'HUB peut générer sur cette thématique du plaidoyer, quelle nature d'impact, est-ce dans la représentation, dans l'émergence de ces publics, est-ce dans l'influence positive des acteurs de l'écosystème qui entoure ces publics, ou encore, est-ce pour finalement créer les conditions favorables à l'exercice d'entreprendre pour ces publics de manière durable? A-t-on un impact sur une modification durable des comportements? Et petit clin d'œil à Élise du laboratoire ESSEC d'innovation sociale, parce que c'est grâce à Entropia qu'on a mis le doigt sur la différence entre sensibiliser et avoir de l'impact en plaidoyer. Et donc, nous, je pense qu'aujourd'hui, on est encore peut-être dans la conscience de nos actions de sensibilisation, mais moins la conscience de l'impact de notre plaidoyer. Et vraiment, finalement, ce qu'on recherche, encore une fois, c'est ce changement systémique. Donc, quelle est vraiment la contribution d'HUB au changement systémique
de tout l'environnement de ces entrepreneurs, dans la modification durable de comportements favorables à ces entrepreneurs et globalement de leur prise en compte par tout cet écosystème. C'est vraiment les questions qu'on va se poser dans cette mesure évaluation d'impact social. Je salue Jean-Christophe Bonin à France Travail, avec lequel j'espère on aura l'occasion aussi de travailler sur cette thématique avec nos partenaires dans les territoires de Pôle emploi. Donc ça, c'est nos enjeux sur le plaidoyer. Le second enjeu, c'est aussi quelque part, puisque à Shop Entrepreneur, on est un opérateur de l'intérêt général. On n'a pas vocation à être autre chose qu'un opérateur d'intérêt général, et donc de servir l'intérêt général, d'avoir un impact de nature à contribuer à cet intérêt général. Donc les questions qu'on a à se poser sur une éventuelle monétarisation de notre impact, c'est quelque part, finalement, quels sont les coûts évités pour l'État de l'action d'Ashop Entrepreneur, quelles sont déjà la nature de ces coûts et enfin la réalité. Est-on davantage sur des sujets de santé et d'autonomie liés à la rupture de l'isolement de notre public, de l'encapacitation, de l'épanouissement de ces derniers dans l'entrepreneuriat, des questions justement d'encapacitation qui remobilisent, remettent en dynamique vers l'emploi, c'est une question qu'on pourrait se poser, de place et de légitimité dans un écosystème, ou enfin de développement économique des activités créées. Encore une fois, on a une partie de réponse, mais pas totalement. Et c'est aussi ce travail autour de la monétarisation de notre impact qui peut nous aider à éclairer certains points du sujet. Et je ne vous le cache pas non plus, voilà, on s'intéresse malgré tout aussi à des outils qui peuvent nous aider à pérenniser notre action. Je rappelle ici qu'à Shop Entrepreneur, on a quasiment, voire pas du tout de subvention publique. Aujourd'hui, ce qui nous fait vivre, c'est le mécénat privé, mécénat philanthropique. Et bien demain, si Shop Entrepreneur connaît son changement d'échelle et recherche un changement systémique, évidemment qu'Shop Entrepreneur doit s'inscrire comme un opérateur d'intérêt général aux côtés de l'État. C'est une évidence. Et c'est là que finalement, la mesure d'impact, le plaidoyer, l'influence positive, ça doit, d'une manière assez pragmatique, je vous le confie, aussi nous aider à trouver notre place en tant qu'opérateur d'intérêt général aux côtés, évidemment, des services publics, des politiques publiques et travailler de concert et en bonne intelligence. On a à l'esprit des outils comme les contrats d'impact social. En tout cas, ça serait pour nous un endgame stratégie dont on serait fier, c'est de se dire qu'on a contribué à la création d'un service public de l'entrepreneuriat inclusif. Bon, ça, c'est dans les rêves les plus fous, mais un entrepreneur, c'est bien celui qui rêve, donc on se permet de rêver. Voilà. Et peut-être qu'on peut passer la parole avant les questions à notre président. Ouais. Amou, je ne sais pas si tu es encore avec nous, mais... Amou Bakaz. Normalement, vous devriez m'entendre. Ça marche ou pas? On t'entend. Oui. Vous devriez même me voir. Bon, écoutez, chers partenaires, chère équipe qui a réalisé ce travail remarquable, chère équipe d'Ashop, j'ai encore appris beaucoup de choses en écoutant cette mesure d'impact. Et Enora, nous, la mesure d'impact est toujours appropriée, même si évidemment c'est jamais un cadeau puisque ça mobilise du temps équipe, mais je crois que vous avez senti que nous avions une culture de l'évaluation et que nous étions littéralement obsédés par le rapport entre l'argent qu'on consacre à cette belle cause et son utilité concrète. Alors, il y a des choses qui sont surprenantes et en même temps assez logiques. Le métier d'handicapé rapporte beaucoup plus que beaucoup des emplois occupables dans ce pays. Je suis grossier, mais je dis les choses telles qu'elles sont. Un aveugle à Paris, s'il exerce uniquement le métier d'aveugle et qu'il sait se débrouiller, peut arriver à gagner dans les 2500 € par mois. Donc, en plus de la question de l'imposteur, il y a l'idée, mais pourquoi est-ce que je vais aller galérer alors que la société m'offre l'opportunité de n'avoir accès à rien, mais d'être indemnisé? Donc on a un vrai souci, même si ça ne recoupe pas toutes les personnes handicapées, il y en a beaucoup qui galèrent, mais il y a tout de même cette espèce d'esprit multiséculaire qui est de dire les handicapés, moyennant que vous vous taisiez, que vous ne soyez pas tellement actifs, on vous donne de quoi survivre. Et donc, Ashop s'inscrit dans cet écosystème. Et notre premier enjeu à nous, c'est avant de faire en sorte que nos entrepreneurs fassent fortune. Vous m'entendez ou pas? Oui. Oui. Il y en aura qui feront fortune.
mais c'est de les dégager de cette gangue caritative et de leur donner cette espèce d'impulsion qui va faire en sorte qu'au départ, ils réussissent à payer simplement leur loyer, puis qu'en plus, ensuite, ils se payent quelques restos, et qu'enfin, eh bien, ils arrivent à accéder à un train de vie d'entrepreneurs qui, dans la catégorie des entreprises dont on s'occupe, soit à peu près équivalent à l'ensemble des auto-entrepreneurs, puisque j'ai cru comprendre que parmi les auto-entrepreneurs, beaucoup avaient des revenus qui n'étaient pas formidables. Sur le fond, cette étude nous donne de quoi continuer d'investiguer. Nous avons des publics que nous ne touchons pas encore assez, à mon goût, à notre goût. Il y a tout un tas d'entrepreneurs qu'on n'arrive pas encore à adresser. Ce sont tous ces entrepreneurs qui n'étaient pas handicapés au départ, mais qui le sont devenus et qui, s'ils arrivent à passer à travers ce tremblement de terre, continuent de diriger les entreprises. Donc, il y a un segment d'entrepreneurs que nous n'adressons pas encore suffisamment, et donc ça fait partie de nos objectifs de moyen terme. Et pour terminer, je veux simplement remercier les équipes et les partenaires, parce que quand on regarde 15 ans en arrière, l'idée d'entreprendre avec un handicap, c'était une idée qui était totalement loufoque, même s'il y avait des exemples, mais les gens ne parlaient pas tellement de leur handicap. Aujourd'hui, les gens entreprennent sereinement avec un handicap et en parlent. Et je me demande si le fait que nous soyons majoritairement féminins, ce que je trouve tout à fait agréable et dans l'air du temps, parce que le 21e siècle sera celui des femmes, on le sait, on le sent, et c'est bon pour notre planète et pour notre société. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faudrait explorer dans un autre cadre, qui est celui de la double discrimination, qu'on appelle aussi l'intersectionnalité. Je me demande si ça ne donne pas des ailes d'avoir une double discrimination, et si ça n'est pas quelque chose qui, loin de vous freiner, vous mobilise. Je pense par exemple à aussi beaucoup de nos entrepreneurs, on ne peut pas faire de statistiques ethniques, mais beaucoup de nos entrepreneurs sont des handicapés d'origine étrangère, et je pense que ça n'est pas pour rien. Je pense que quand vous avez 2 écarts à la norme, vous avez 2 coups de fouet à vous donner, et donc vous êtes évidemment plus énergique, plus pugnace, peut-être plus volontaire. Et donc je me réjouis de toutes ces pistes que nous avons pour nous améliorer encore. Merci de votre attention. Merci beaucoup à vous pour ce mot de la fin. Merci beaucoup. Vous me pardonnez si je vous quitte du coup. Pas de souci. Parce que je suis entrepreneur, je suis en plein dans mon bac blanc Calliope, et donc c'est pas la meilleure journée de ma semaine. Bonne journée. Merci à vous, merci de ta présence parmi nous. Je vois qu'il est 51 et qu'il nous reste 9 minutes à passer ensemble. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à prendre la parole ou à écrire vos questions, vos questionnements dans le chat. Peut-être rebondir sur la question de Enora, si je me souviens bien, qui était s'il y avait des chiffres qui nous avaient surpris, au contraire, pour lesquels on s'y attendait déjà. Je ne sais pas, Pauline, Olivia, si il y avait des chiffres qui vous avaient particulièrement marqué ou... Moi, j'avoue que le chiffre de la surféminisation du public, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, qui m'a surpris. On intuitait, mais pas à cette mesure-là. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui, personnellement, me marque. Surpris, non, mais je dirais effectivement ce critère de précarisation, enfin en tout cas ce résultat de précarisation économique qui persiste et qui est important, nous a permis, entre tous les référents en point collectif notamment, de conscientiser finalement quelque chose qu'on pouvait individuellement observer et sur lesquels on ne s'était pas assez peut-être posé. Voilà, donc ça ne nous a pas surpris parce qu'en fait, on en avait déjà conscience.
Ça nous a par contre conforté dans l'idée qu'il faut qu'on regarde de très très près ce point-là. Non, et pour conclure, de mon côté, pareil pour la surféminisation, et un chiffre pour lequel, lui, qui m'a pas surpris, mais c'est le nombre de répondants qui ont été incubés les 3 dernières années, où là, oui, ça montre qu'il y a comme tu le disais notamment, Enora, qu'il y a un vrai travail à faire pour aller chercher les entrepreneurs de plus long terme. J'avais un peu d'espoir, mais voilà, la réalité est telle que c'est vrai que c'est plus compliqué d'aller chercher des gens où ça fait 5-6 ans qu'ils ont été accompagnés par HUP, et c'est vrai que ça nous pousse à réfléchir aux leviers qu'on peut actionner pour les prochaines études. Effectivement, tu parlais de levier, Quentin. Ce que je trouve très frappant dans les 4 enseignements qu'on a partagés en synthèse, c'est qu'au-delà d'agir sur nous, nos pratiques, ce qu'on peut améliorer, ça nous pousse aussi à transmettre et à agir avec d'autres. Et on le voit, les entrepreneurs créés sans microactivité, c'est aussi que finalement, dans leur projet de développement, les conditions de développement ne sont pas assez suffisamment réunies rapidement pour passer à l'étape d'après. Et donc, il y a un moment où il faut investir dans son développement pour franchir une marche. Et ce moment-là, peut-être tarde trop à venir. Et on le sait, quelqu'un qui est en individuel, en fait, on plafonne en chiffre d'affaires déjà naturellement sans être en situation de handicap. A fortiori, lorsqu'on est en situation de handicap, il y a un risque d'épuisement quand même, une activité indépendante en solo. Donc, il y a un vrai enjeu à se dire comment des caps de développement peuvent être franchis et comment faciliter le franchissement de ces caps, mais pas uniquement lié aux moyens purement HEPiens, et bien agrégés avec d'autres comme Initiative France sur le financement, avec d'autres partenaires de l'écosystème, comment ensemble on agrège des parcours suffisamment agiles et fluides pour perdre personne en route et en même temps réunir ces conditions de succès rapidement, parce qu'effectivement, au bout de 3-4 ans, il y a quand même un risque, on parle de public fragile sur leur santé, un risque d'épuisement professionnel, mais comme ça pourrait toucher n'importe qui d'entre nous, voire un risque que l'activité ne décolle pas. Donc, encore plus pour ce public fragile, il y a cet enjeu de finalement l'enchaînement des étapes. Qu'est-ce qui peut freiner et à quel moment on peut trouver on peut faciliter l'accès à une solution agile pour franchir ces étapes et ne pas se retrouver finalement englué dans certaines étapes de développement. Est-ce que ça répond à ta question, Enora? Oui, carrément. Oui, et c'était aussi, est-ce qu'il y a des indicateurs, mais c'est peut-être trop tôt pour le dire, qui vous paraissent aussi maintenant complètement caduques, enfin des choses que vous suiviez tout au début et qui maintenant, en fait, vous semblent plus du tout adaptées? Est-ce qu'il y a des nouveaux indicateurs ou des nouvelles choses que vous suivez, que vous ne suiviez pas avant? C'est une bonne question, ça. Tu n'es pas obligé de répondre maintenant. Je pense que notre référentiel d'impact est encore pas assez mature pour qu'on puisse se poser. Je pense que ça sera une question intéressante à se poser d'ici 2 ans pour la nouvelle mesure d'impact de long terme de entrepreneurs. Et étant donné qu'on a déjà pas mal réutilisé ce qu'on a fait, ce qu'on a pu faire déjà, notamment avec Entropia. Mais donc compliqué de répondre maintenant, mais une question intéressante à garder en tête pour la suite. Moi, j'ai peut-être un petit point qui me vient, et justement, on va le vérifier dans la mesure d'impact de cette année. C'est que, justement, en 2021, lorsqu'on a fait la mesure d'impact ESSEC avec Entropia, merci encore à Entropia ESSEC, Lola, je sais, également connectée, ça nous a vraiment mis un sacré pied à l'étrier. C'est une très belle expérimentation. Mais de manière candide, on approchait l'impact pour nos bénévoles sur, timidement et modestement, on vous apporte une expérience apprenante sur le handicap. Mais en fait, cet impact, il était assez biaisé par le fait que tous nos bénévoles avaient de près ou de loin une expérience préalable de ce sujet. Donc, l'écart créé par l'expérience avec HUB était quand même l'effet marginal était quand même assez moindre. Donc, on a un enjeu 2024 à mieux comprendre notre impact auprès de nos bénévoles et d'être un peu plus même dans un impact beaucoup plus radical. Qu'est-ce qu'on apporte? Qu'est-ce qu'on fait changer comme regard? Qu'est-ce qu'on fait modifier comme comportement en milieu pro, en milieu perso? En quoi ça devient des ambassadeurs de l'inclusion? Enfin, des choses beaucoup plus tranchées là-dessus que « Ah, c'était sympa chez HUB ». Non, je caricature, c'est pas tout à fait ça, mais d'aller plus… Si, c'est sympa, mais c'est important que ça soit sympa aussi. Exactement. C'est peut-être encore plus exigeant dans cette approche-là.
Ça l'était déjà avec Entropia et Sec, mais je pense que nous-mêmes, on avait peur de poser certaines questions et d'être déçus du résultat, je crois. Et maintenant qu'on l'a fait plusieurs fois, cette mesure d'évaluation d'impact social, je pense qu'on aura moins peur de poser des questions où on ne sait pas trop et peut-être même les résultats ne sont pas bons, mais au moins on aura appris des choses. On a moins peur maintenant, je pense. On a le temps d'une toute dernière question. 57. Je pense qu'on n'aura pas de dernière question. Le mot de la fin, M. Quentin? Non, bah écoutez, merci beaucoup. Merci à tous d'être présents. On est très contents d'avoir pu organiser cette restitution. Pour vous dire que je ne voulais pas notifier au début, mais ce temps a été enregistré. Donc, si cela vous pose problème, j'aurais peut-être dû vous poser la question au début, ça aurait été plus pratique, mais n'hésitez pas à me le notifier. Dans l'idée ensuite de pouvoir vous partager le lien pour qu'on puisse garder une trace de cet événement. Et merci encore à tous d'avoir pu participer. Je reste bien sûr, moi et toute l'équipe HUP, à votre disposition pour continuer à échanger sur ce sujet de la mesure d'impact. Et merci encore une fois à Coréis d'avoir pris le temps d'être avec nous pour cette restitution. Avec grand plaisir. Merci à tous, merci beaucoup à tous nos partenaires, à toute l'équipe HUP, à Coréis Conseil, à vous tous de vous être réunis avec nous pendant l'heure du déjeuner. Et vous êtes tous encore là, c'est absolument fabuleux. Donc, place à la pause café. Et merci à vous, en tout cas, de votre participation fabuleuse. Au passage, je vous signale un petit Save the Date, parce que chez HUP, il se passe toujours quelque chose. Save the Date, c'est l'inauguration d'HUP PACA, le 27 février prochain à Marseille. Donc, vous devrez recevoir incessamment sous peu notre invitation. Merci à tous. Merci Pauline, merci à tous. Yes, on est obligé de libérer la salle, mais voilà, un grand merci. Tu nous entends ou pas? Oui, je vous entends. Ah oui, Bravo en fait, tout cas. plaisir. J'ai clairement l'impression que ça y est, on vous a passé le bébé là. Non, c'était super, vraiment un super tandem. C'était génial, vraiment. Et merci pour la qualité de la préparation de cette restitution. On ne s'est pas ennuyé une minute. Hein. Non, bah, Percevoir. Nous, on était dans le feu de l'action, tu me diras, mais je trouve que c'était très rythmé, très chouette. Bravo. Hein. Bon, j'ai juste essayé de te souffler des réponses par mail, mais Oui. Tu vas recevoir des messages sans objet et sans contexte maintenant. Bah, je l'ai répercuté dans le chat, mais un peu trop tard. Du coup, je l'ai vu et je l'ai répercuté dans le chat. Mais merci pour le point. Pas de problème. Et bah, écoutez, en tout cas, moi, j'embraye, j'ai une autre restitution dans 30 secondes. Mais Yes. merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo à vous et à très bientôt. Et merci Adrien, merci Benoît aussi. Hein, vraiment. Et merci encore pour votre réactivité. Ouais, merci pour votre réactivité. À bientôt.